What's Up, le podcast des acteurs de l'énergie qui décrypte les grandes tendances du marché. Un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Bonjour à tous, je suis Camille Marzioli, associé en charge de l'énergie au sein du cabinet de conseil SIA, et j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Laure Rosenbly. Bonjour Laure. Bonjour Camille. Alors Laure, vous êtes avocate associée chez Hogan Lovells, l'un des plus grands cabinets d'avocats au monde, et vous disposez d'une expertise reconnue en droit de l'énergie sur toute la chaîne de valeur du secteur et dans toutes les énergies. Nous allons nous demander ensemble si notre industrie peut concilier la compétitivité économique et la décarbonation, et dans quelle mesure est-ce que les flexibilités peuvent contribuer à résoudre une partie de cette équation compliquée. Alors comme chiffre clé, le ministère de l'économie a estimé récemment que les besoins d'investissement supplémentaires dans la décarbonation de l'industrie sont de l'ordre de 5 milliards d'euros par an à l'horizon 2030, juste pour qu'on atteigne les objectifs de la SNBC. Alors devant l'ampleur des investissements nécessaires, on se pose forcément la question, est-ce qu'on est capable de les faire, ces investissements, tout en restant compétitif ? Laure, vos clients industriels, est-ce qu'aujourd'hui, ils arrivent à mener de front ces deux batailles, la compétitivité et la décarbonation ? C'est vrai qu'aujourd'hui, il est vraiment classique d'opposer la décarbonation à la compétitivité. Pourquoi ? Parce qu'on présente les choses comme l'investissement dans des projets très capitalistiques s'opposerait à la compétitivité de nos entreprises. Cette affirmation n'est pas totalement fausse, surtout dans le contexte économique actuel. Il est vrai que les industriels sont confrontés à une immense pression concurrentielle d'autres États qui peuvent ne pas avoir de sujet de décarbonation au top de leurs priorités. Aujourd'hui, l'Europe a mis en place des mécanismes pour lutter contre ce qu'on appelle, et ce qui est bien connu, la fuite carbone. Les mécanismes de protection comme la compensation carbone et les coûts indirects sont donc mis en place depuis longtemps. Votre question pourrait donc en réalité être précisée. Est-ce que ces mécanismes existants sont suffisants et efficaces ? La réponse à cette question ne peut pas être apportée de façon générale et doit être analysée au cas par cas. Pour l'industrie, il y a énormément de choses à faire et on le voit, l'Europe agit au jour le jour en ce sens. La semaine dernière, elle a dévoilé un plan pour l'acier avec la réduction des quotas d'importation et l'augmentation des droits de douane. Il existe aussi des perspectives de demande liées notamment à des dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle qui pourraient mobiliser l'industrie de l'acier. Il y a également l'Industrial Decarbonization Accelerator Act qui est en cours de préparation et dont la sortie est imminente. Ce projet législatif a pour objet de permettre l'accélération des projets de décarbonation et surtout de créer un label bas carbone pour l'acier et le ciment. La création d'un tel label pourrait donc aider les entreprises à percevoir une prime verte pour ces produits. Dans la vraie vie et dans l'immédiat, force est de constater que pour certains projets, selon les secteurs, ce n'est pas encore suffisant. Les mécanismes en place ne suffisent pas à permettre les investissements. Pour autant, il y a des projets qui se font. J'ai particulièrement à l'esprit le projet de Verallia, qui a inauguré un four électrique sur son site à Cognac. 57 millions d'investissements pour 60% de réduction de gaz à effet de serre. Pour ceux qui n'y parviendraient pas encore, la solution à court terme et à environnement juridique constant serait à mon sens de redimensionner leur projet, la politique des petits pas, et de lancer peut-être plusieurs projets de petite taille sur un temps plus long qu'un seul projet de grande taille. Une autre solution à laquelle il faut croire dans cette période de disette des finances publiques est évidemment la mobilisation des financements privés. Cet appel ne date pas d'hier, il date des accords de Paris et l'Europe a mis en place un cadre réglementaire assez ambitieux pour justement appeler tout ce financement privé à participer à la décarbonation de nos industries. Alors oui, on parle de projets de temps long qui nécessitent beaucoup de financement. Et pour se financer, les industriels, ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin de conditions favorables. Quels sont, d'après vous, les leviers et aussi les freins actuels pour que les industriels puissent s'engager avec la visibilité suffisante dans ces enjeux de décarbonation et de flexibilité ? La flexibilité constitue aujourd'hui une nouvelle opportunité qui permet d'identifier des sources de valeur et de percevoir des revenus complémentaires sur l'un des principaux coûts
de l'industrie qui est l'approvisionnement en électricité. 2 leviers peuvent être identifiés. Le premier, on va dire plus commun et plus classique, consiste à maîtriser les cours. Pour les industriels qui sont des grands consommateurs d'électricité, leur préoccupation principale est l'accès à une électricité décarbonée à un prix compétitif et sur le long terme, c'est-à-dire avec une visibilité et une exposition maîtrisée à la volatilité des prix de marché. Le post-ARENH que nous vivons actuellement constitue ainsi l'occasion pour les parties prenantes de conclure des contrats d'approvisionnement en électricité nucléaire sur une durée de 10 à 15 ans. Bien entendu, la contrepartie d'un tel accès doit permettre à l'exploitant des centrales nucléaires de financer les investissements colossaux nécessaires dans son parc et à la modernisation de son parc. Le second levier, et c'est celui que vous évoquiez, consiste à aller chercher de la valeur, à aller optimiser. C'est ici qu'intervient la flexibilité. La flexibilité peut donc créer de la valeur en modulant à la hausse ou à la baisse l'injection et le soutirage. Pour le consommateur industriel, il peut valoriser ses effacements ou déplacer sa consommation. Pour l'industriel qui a investi dans des outils de production renouvelables ou qui investit dans des batteries, il peut optimiser l'électricité stockée en participant à tous les mécanismes de flexibilité. S'engager dans la flexibilité pour les industriels constitue donc une nécessité et quelque chose sur lequel qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui. Pour autant, il est difficile d'évaluer sur le long terme quelle valeur exactement sera dégagée par ce nouveau marché. Et alors sur le long terme justement, d'après vous, quels seraient des leviers politiques et leviers réglementaires qui permettraient d'apporter plus de visibilité, de rendre des projets viables? Au niveau européen, il sera nécessaire de clarifier le message envoyé aux acteurs en leur offrant un cadre réglementaire plus simple, mais surtout plus stable. Il faut arrêter les stop and go et poursuivre les objectifs ambitieux qui ont été donnés, tout en améliorant, rationalisant et simplifiant les réglementations. La démarche de rationalisation a été entamée par la Commission européenne avec les différents projets Omnibus. Ça paraît positif sous de nombreux aspects. En revanche, ça ne doit pas constituer un renoncement. Il ne faut pas mettre un coup d'arrêt à toutes ces réglementations et revenir en arrière. Il faut au contraire les améliorer et c'est ce qu'on est en train de faire. Au niveau national, nous sommes dans un contexte de contraintes budgétaires et donc il est délicat de se prononcer et d'avoir un discours très optimiste. En revanche, une politique lisible de soutien aux industriels avec une détermination claire des priorités en matière d'industrialisation et de décarbonation paraîtrait plus qu'utile. Il faut un soutien sans équivoque, non seulement orienté vers les projets de décarbonation à l'aval, mais aussi vers les énergéticiens nationaux à l'amont, afin que le coût d'énergie pour les industries demeure compétitif et puisse contribuer à la transition énergétique. Alors ce que je retiens, c'est que les projets avancent, même si les règles du jeu restent inégales dans la compétition internationale. Je retiens aussi que la flexibilité, c'est pas une baguette magique, mais c'est quand même un levier de création de valeur essentiel qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer aujourd'hui pour viabiliser un maximum de projets. Merci beaucoup, Laure Rosenby, d'avoir été l'invitée de notre podcast en direct du Congrès Gazélec. Merci Camille. What's Up, un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Disponible sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer.